Mes chers collègues, bonsoir. Je vous propose qu'on commence même si il y a une branche de la table qui n'est pas très peuplée. Ça nous rappelle les heures du Covid, mais bon, je pense que les collègues vont arriver. Certains peut-être ont annoncé qu'ils seraient un peu en retard. En tout état de cause, le quorum est atteint et quand bien même, on peut quand même, c'est quand même par l'ordre par le sujet d'ordre général qui ne nécessite pas le quorum puisqu'il ne donne lieu ce soir à aucune délibération particulière, mais simplement nous souhaitions dans l'équipe vous présenter, enfin nous souhaitions que le département puisse venir vous présenter un projet de structure d'accueil pour mineurs non accompagnés qui va s'installer dans le quartier de l'aéroport. Et donc c'est pourquoi nous accueillons Anne-Françoise Courteil et Frédéric Martin, tous les deux élus au département, mais ils vont se présenter pour nous faire cette présentation de ce projet. Bienvenue à vous et je vous laisse la parole. Merci, bonsoir. Je ne sais pas si ça fonctionne, c'est rouge. Je suis Anne-Françoise Courtet, je suis vice-présidente au conseil départemental, déléguée à la prévention et la protection de l'enfance. Et donc Frédéric Martin, conseiller départemental en charge des finances, du patrimoine, de la commande publique et de l'ingénierie. Voilà, je vais commencer à prendre la parole pour rappeler un petit peu le contexte, mais nous sommes là tous les deux parce qu'on souhaitait pouvoir répondre à vos questions et au niveau de ce qui est une structure qui accueille des mineurs non accompagnés. Donc ça, c'est plutôt mon volet à moi, au titre de la protection de l'enfance. Et puis sur les aspects aussi bâtimentaires du projet original qui va être sur la commune de Saint-Jacques et qu'on remercie d'accueillir. Et donc là, ce sera plutôt mon collègue Frédéric Martin qui répondra. Donc on va le faire à deux voix. Donc je vais commencer, puis ensuite je te passerai le relais. Je vais essayer de me débrouiller techniquement. Normalement, ça fonctionne, c'est ça? Parfait. La première slide, c'est pour d'abord expliquer ce qu'est un mineur non accompagné, qu'on appelait auparavant mineur isolé étranger. Donc c'est le terme qui désigne des mineurs qui sont nés à l'étranger et qui sont sur le territoire français et qui sont sans représentants légaux. Donc qui n'ont pas de parents, qui n'ont pas d'adultes qui soient en responsabilité de leur personne. Et ça signifie que lorsqu'ils ont été évalués sur ces deux éléments, à la fois de minorité et d'isolement, eh bien, ils sont confiés à l'aide sociale à l'enfance par une décision de justice. Je vais revenir sur tout le processus. Et donc, ils relèvent de la protection de l'enfance. Et la protection de l'enfance, ce sont les départements. Et donc, en Ille-et-Vilaine, c'est moi qui suis déléguée sur ces questions, d'où ma présence ce soir. Sur les mineurs qui se présentent comme mineurs à la mission EMENA, parce qu'on a deux étapes, hein, mais là encore, je vais le réexpliquer en détail tout à l'heure. En fait, on a des personnes qui se présentent à un service qui s'appelle la mission EMENA, en se présentant comme étant mineur, se déclarant mineur. En fait, on a une augmentation des arrivées, hein, puisque là, il vous est indiqué que 2022, qui a comptabilisé une moyenne d'environ 53 jeunes par mois, hein, qui se présentent à cette mission. C'était la deuxième année la plus forte après 2018, sachant qu'on a eu un ralentissement au niveau des arrivées sur les années 2020 et suivantes du fait de la Covid qui a globalement ralenti les mouvements migratoires. Et cette tendance à la montée, elle s'est confirmée, à l'augmentation du nombre de personnes qui se sont présentées à la mission, mais elle s'est encore confirmée sur l'année 2023, puisqu'on a augmenté la moyenne depuis janvier dernier, avec un pic
de présentation de jeunes. À 103, vous voyez, l'été dernier, au mois d'août, ça a été particulièrement compliqué pour accueillir ces personnes et un rythme qui s'est encore soutenu d'ailleurs sur le mois de septembre et d'octobre. Donc sur le nombre de mineurs, alors là vous voyez que c'est la courbe pour les mineurs confiés. Là pour le coup, ce ne sont plus les personnes qui se présentent, mais les mineurs confiés. Ce sont les chiffres sur le plan national, mais vous verrez ensuite que les chiffres au plan départemental suivent cette courbe-là. Comme je l'expliquais, on a eu une montée en charge jusqu'aux années 2019, puis ensuite une cassure liée à la situation de la Covid qui a ralenti les mouvements migratoires, et que ce soit pour les mineurs ou pour les majeurs. Et donc depuis cette diminution en 2020, une progression qui nous amène à des niveaux connus précédemment. Là, nous avons pour le coup des chiffres qui concernent l'Île-et-Vilaine. Alors en fait, vous avez ici le nombre total des jeunes qui sont pris en charge. C'est la pyramide grise, mais en jaune, et nous avons parmi la totalité des jeunes. Donc vous voyez par exemple 2022 c'était 765. Nous avons une partie de ces jeunes qui sont majeurs, 428, et un petit peu moins, 337 pour la fin 2022, qui sont mineurs. Au 30 juin dernier, on était à 830 jeunes pris en charge, dont une majorité de mineurs, vous voyez, donc les chiffres varient en fait d'une année sur l'autre. Et nous avons, on peut dire aujourd'hui qu'on a plus de 900 jeunes, puisqu'on a continué à augmenter le nombre de jeunes accueillis. Alors même si on a des sorties, en fait on a toujours une augmentation du nombre de prises en charge, ce qui fait que la courbe va encore augmenter. Pourquoi est-ce qu'on a des majeurs, que je vous ai dit tout à l'heure que en fait on prenait en charge les mineurs? Eh bien c'est parce que dans le dispositif de l'aide sociale à l'enfance, tous les enfants qui sont pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance peuvent bénéficier d'un accompagnement qui est prolongé au-delà de l'âge de 18 ans jusqu'à l'âge de 21 ans. Ça, c'est un dispositif législatif de la notion de jeune majeur qui a été mis en place dans le cadre de l'abaissement de la majorité de 21 à 18 ans. Donc un dispositif intermédiaire qui fait que quand ils ont été pris en charge en tant que mineurs, on peut continuer à les accompagner jusqu'à l'âge de 21 ans. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'on allait entrer dans le détail pour le circuit d'un jeune qui arrive. Alors, donc nous avons ce qu'on appelle dans le jargon les primo-arrivants, c'est-à-dire les jeunes qui se présentent à la mission. Alors ici à Rennes, c'est à Kléber, pour ceux qui connaissent, au-dessus du centre départemental d'action sociale de Rennes-Centre, parce que c'est situé à proximité à la fois de la gare routière et de la gare SNCF, puisque voilà, ce sont des jeunes qui arrivent souvent par ce biais-là. Et donc, ils arrivent et ils se présentent à la mission en se déclarant mineurs et isolés. Et quand ils arrivent, en fait, la loi prévoit que les départements ont une obligation de mise à l'abri pour toutes les personnes qui se présentent. Et parce qu'il y a un droit au répit, même si on considère d'emblée que peut-être les personnes ne sont pas mineures. Et il y a un temps d'évaluation qui aujourd'hui est entre 2 et 3 semaines, en fait, en moyenne, pour ces jeunes qui se présentent, pour déclarer leur majorité ou s'ils sont majeurs ou s'ils sont mineurs. Alors, on pose souvent la question de comment est-ce qu'on évalue la majorité ou la minorité des jeunes qui se présentent. Eh bien, ça peut être bien sûr à partir de documents qui sont présentés à la mission. Ce n'est pas toujours le cas, pas toujours des documents, mais c'est surtout par rapport à l'évaluation, puisque le législateur avait prévu que ce soit une évaluation sociale. Donc, ce sont des travailleurs sociaux qui évaluent avec le jeune son parcours, son récit, établissent, ils proposent, parce qu'il y a eu ensuite une équipe pluridisciplinaire qui
qui propose une évaluation de majorité ou de minorité. À savoir qu'aujourd'hui, c'est aussi les chiffres nationaux, c'est à peu près 3 jeunes sur 4 qui se présentent qui ne sont pas reconnus mineurs, donc 3 jeunes sur 4 qui sont reconnus majeurs. À partir du moment où, alors si ils sont déclarés majeurs, donc vous voyez, c'est les flèches rouges qui vont sur votre droite. Donc là, eh bien, ils relèvent du droit commun pour toutes les personnes migrantes qui arrivent sur le territoire. Et donc, ce sont les services de l'État qui sont compétents pour leur prise en charge. Et s'ils sont mineurs, à ce moment-là, donc on le signale auprès du tribunal. Et donc, il y a une prise en charge au titre de la minorité. Et donc, ils sont confiés au département via une décision de justice. À partir du moment où ils nous sont confiés, eh bien, comme tous les jeunes ou les enfants qui sont sous la protection du conseil départemental, donc on se doit de les accueillir dans des structures dédiées et les accompagner vers l'âge adulte dans tous leurs besoins, évidemment leurs besoins primaires, mais aussi d'éducation et éventuellement de préformation, formation vers l'autonomie. Alors, sur l'offre d'hébergement et d'accompagnement, ce qui nous amène à faire des démarches auprès des territoires et solliciter des nouveaux projets, puisque vous avez vu qu'il y a de plus en plus de jeunes qui arrivent et pour lesquels il faut qu'on trouve des solutions. En fait, on a eu 2 plans de déploiement des places spécifiques, parce qu'au tout départ, enfin, dans les années 2015-2016, il y avait pas de place spécifique. On a développé 2 plans en 2017 et 2019. Et aujourd'hui, on a 600 places qui sont dédiées à l'accueil et l'accompagnement des MNA, avec des places qui sont plus fléchées, vous voyez 42 pour des jeunes qui sont plus en fragilité, plus autonomes. Des places en structure collective qu'on appelle unité d'accueil et d'accompagnement, donc on dit rapidement U2A, c'est ce qu'on envisage de proposer sur la commune de Saint-Jacques, et aussi des places pour les jeunes en autonomie ou semi-autonomie. On aime bien les jargons aussi dans la protection de l'enfance, donc voilà, on dit les ASA. Qui peuvent être des colocations, des systèmes de colocation, logements éclatés avec des accompagnements éducatifs par des services qui sont dédiés. Sachant qu'au-delà des places, de ces 600 places dédiées, on a aussi des jeunes qui sont confiés dans des structures plus classiques dites de protection de l'enfance, à savoir chez les assistants familiaux pour les jeunes qui sont vraiment très très vulnérables, et notamment ça va être les plus jeunes d'entre eux, parce qu'on a une moyenne d'âge qui est autour de 16 ans pour les jeunes qui sont pris en charge, hein. C'est souvent l'âge auquel on accueille ces jeunes, mais parfois on a des très très jeunes. J'ai toujours l'exemple d'un jeune garçon qui n'avait pas 12 ans, qui est arrivé, et là évidemment on peut comprendre que sa place soit plutôt chez un assistant familial, sur un accueil plus individualisé, mais aussi des dispositifs plus classiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi des maisons d'enfants à caractère social pour d'autres profils d'enfants en vulnérabilité. Alors sur l'accueil à Saint-Jacques, eh bien le département, alors quand je vous disais tout à l'heure qu'on a créé des places, qu'il y a eu 2 plans et qu'on continue, vous voyez, à accueillir de plus en plus, donc à chercher de nouvelles solutions adaptées. Évidemment, on regarde sur tout le territoire départemental. En premier lieu, et c'est ce qui a fait d'ailleurs les 600 places qu'on a créées, des établissements, des bâtiments qui sont déjà de propriété départementale, qu'on a réaménagé et réaffecté pour l'accueil de mineurs non accompagnés, et puis parfois aussi d'autres opportunités. Là, sur la commune de Saint-Jacques, il se trouve qu'il y avait un service mesure et essai routier, le SMER, dont les bâtiments ne servaient plus, hein. Et donc l'idée, c'était
eh bien alors ça a été étudié sur la possibilité soit d'utiliser les bâtiments existants ou soit de partir sur un autre projet. Et donc là, on est parti sur le projet plutôt de démolir les bâtiments existants et aller vers l'installation d'habitats modulaires et déplaçables constitués de containers. Alors, je vais passer tout de suite la parole à mon collègue. Je termine juste pour ce qui concerne ma partie pour expliquer pourquoi la capacité de 26 places. Parce qu'on est globalement sur tous les projets qu'on déploie sur le territoire. On est plutôt sur des projets de 2 unités avec des capacités entre 12 et 15, on va dire, comme ça. Il y a un équilibre et un modèle d'équilibre qui permettent d'avoir des équipes suffisamment constituées et pas des trop grosses équipes pour que les jeunes s'intègrent mieux, qu'il y ait une bonne dynamique. Donc voilà, on est classiquement dans des capacités de cet ordre-là, d'une petite trentaine de jeunes. Alors oui, pourquoi ce terrain? Donc ça a été dit, c'est parce que c'était un terrain départemental et donc c'est plus simple quand on a le foncier, vous le savez bien, vu la conjoncture. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un appel d'offres sur ce projet pour pouvoir avoir une solution rapide, c'était l'idée. Une solution rapide et déplaçable. C'était aussi l'idée. C'était de se dire que elle était là parce qu'il y avait un besoin tout de suite, mais que potentiellement, dans l'avenir, elle pouvait être transformée par autre chose ou se déplacer ailleurs sur le département si on avait d'autres perspectives sur ce territoire. Donc on a donc lancé un appel d'offres. Ce qu'on est sorti de l'appel d'offres, c'est que c'est en plus une entreprise locale qui a été retenue, puisque c'est B3 Ecodesign, donc qui est bien connu sur votre secteur. Et donc c'est un travail à base de containers, ce qui a permis aussi, en étant sur une entreprise locale, puisque vous savez bien que sur ce type de marché, il peut y en avoir de partout. Là, ça a permis des échanges assez rapides aussi et de la facilité de concertation entre eux et nos services, puisque quand on est à quelques kilomètres les uns des autres, un projet il s'adapte plus facilement quand on en fait 200 ou 300. Donc ça, c'est un des points. Donc le terrain, on vous l'a mis, mais je pense que vous le connaissez bien mieux que nous, puisqu'il fait partie de votre commune. Donc c'est un terrain qui va subir d'abord la déconstruction des bâtiments existants, puisque pas réutilisables dans le cadre du projet. Et puis les dépollutions nécessaires, elles sont minimes, mais dans ces projets-là, quand il y a de la déconstruction, on traite aussi la dépollution de ces bâtiments avant de les enlever. Donc oui. Oui, non, simplement pour préciser aux collègues qui n'avaient pas forcément eu la présentation, enfin, ou les éléments, qu'on se situe le long de l'allée de la Gautraie, en fait, à l'aéroport. L'ancien bâtiment, enfin, tout près du bâtiment où il y a le service des permis de conduire de l'État, mais donc juste à côté, il y a cette parcelle du département à l'angle Jules Vallès et allée de la Gautraie. Et pourquoi elle s'est trouvée libérée, c'est qu'en fait, on a recentré en créant sur Noyelles-Châtillon sur Sèche une plateforme logistique départementale qui regroupe les services du SDIS et du département. Et donc, ce service s'est trouvé avec des très beaux locaux tout neufs qui permet de libérer ceci. C'est un projet d'ensemble. Donc dans la conception, on est sur du bâti R+2 en partie, R+3 sur une autre partie, intégré donc suivant les règles d'urbanisme classiques, qui s'intègre avec une volonté, c'était aussi de l'intégrer au mieux dans le paysage et dans l'actuel. Donc on est sur les mêmes typologies de concepts. Et vous voyez des îlots, donc comme l'a dit ma collègue Anne-Françoise, en fait, étant donné qu'on est sur 2 unités, en fait, on a une duplicité, c'est-à-dire que ce que vous retrouvez sur la moitié de gauche en bas, c'est la même chose au nord. En fait, c'est à chaque fois dupliqué. On a des locaux de vie et des locaux de sommeil, puisque c'est bien l'objectif de ce type de structure. Donc, on est... c'est pas parce que aussi c'est un prérequis quand on est sur du rapide, modulaire, déplaçable, on se dit souvent la qualité c'est quoi? Là non, il y a une volonté architecturale, même si c'est déplaçable, c'est du modulaire, de l'intégrer avec du bois, avec de l'aménagement, de l'intégration dans son paysage. C'est vraiment une volonté pour aider à ce que
cette structure, même si elle n'était que temporaire et pour temporaire quelques années, elle s'intègre quand même dans le quotidien des gens et qu'elle soit pas une verrue posée là. Donc c'est l'idée aussi de ces modulaires avec la solution container qui nous a plutôt séduit avec Anne-Françoise parce que on est sur quelque chose qui est plutôt qualitatif en termes de visuel. On n'est pas sur, comme vous pouvez l'imaginer, des préfabriqués de chantier. C'est pas du tout l'idée qu'on s'en fait. Ensuite, hop, si vous avez donc un prérequis, alors ça a potentiellement bougé dans certaines petites définitions de zone entre le marché qu'on a passé et le permis qui vous est déposé, soit déjà déposé ou en cours de dépôt. S'il n'est pas fait, c'est dans les jours à venir. Il se peut qu'il y ait, notamment parce que au fur et à mesure des discussions avec le constructeur, il s'est adapté. Là où il y avait potentiellement à des endroits des grandes cloisons, il a réussi à nous proposer que des poteaux pour permettre d'ouvrir encore plus l'espace. Donc tout ça n'est pas dans cette présentation-là, mais il faut garder l'esprit général qui est de dire on a d'un côté des locaux de vie où on va retrouver de quoi faire l'éducation. Comme l'a dit Anne-Françoise, on a besoin d'avoir des endroits où les jeunes font leur éducation, font aussi leur quotidien. Et puis on a des endroits où ils ont besoin de leur lieu de sommeil. Et puis on a aussi des équipes qui les accompagnent, qui ont besoin de lieux, de bureaux de surveillance, de bureaux d'accompagnement, de cadres de vie. Donc tout ça est assez bien conçu. C'est l'avantage aussi de la solution container, c'est qu'en fait, au-delà d'être rapide, elle est aussi modulable. Donc en fait, quand on a pu concevoir, on a pu définir des zones plus facilement. Et puis je vous dis à la marge, ce qui a changé, c'est le fait de pouvoir ouvrir encore plus parce que dans le départ, ils étaient restés sur vraiment les cloisons des modulaires. Et là, ils ont proposé des solutions qui permettent d'ouvrir. Techniquement, c'était possible. Donc voilà, on est, je pense, pas très loin du bout, mais ayez bien conscience, et c'est ce qu'on défend aujourd'hui, qu'on vous amène un projet, oui modulaire, oui déplaçable, mais qualitatif. C'est plus de 3 millions d'euros. Hein. On n'est pas sur juste quelques containers qu'on allait prendre au fond d'un hangar. Hein. On est sur quelque chose à plus de 3 millions d'euros d'investis sur votre commune, 3,5 millions si je ne me trompe pas, pour avoir quelque chose de qualitatif, parce qu'on le doit aussi auprès des jeunes et des équipes qui travaillent sur ce lieu, et puis on vous le doit dans le cadre du quartier que vous imaginez là-bas. Et je pense que si j'en suis là, je dois arriver pas très loin de la fin, si ça veut. C'est toujours des plans, donc là c'est les locaux de sommeil. Et voilà. Je pense avoir fait le tour. Merci beaucoup avec un calendrier, donc une ouverture peut-être en avril, hein, c'est ça si vous tenez le calendrier. Ça dépendra de l'instruction du permis. Oh. On espère la plus rapide facile, possible. là, c'est un peu facile. C'était facile. Il fallait le faire. Non, on a essayé, on a pris, alors pour être totalement honnête, le permis aurait déjà dû être déposé, mais l'idée était aussi qu'il soit très complet et le plus précis possible pour éviter les allers-retours. Donc il y a eu beaucoup d'échanges pour permettre ça. On espère, voilà, l'entreprise va aussi accélérer sa mise en production parce qu'elle souhaite aussi qu'elle tienne ses délais. Donc oui, on espère une mise en place au printemps et une ouverture dans la foulée. Et en parallèle, donc un appel à candidature de lancer pour retenir l'opérateur, puisque ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que ce ne sont pas nos services en interne qui gèrent ces structures-là, mais on travaille avec des partenaires de la protection de l'enfance, puisqu'on est dans le champ de la protection de l'enfance, qui gèrent ce genre d'établissement. Donc c'est la procédure habituelle, il y a un appel à candidature qui se fait, et on sélectionne un opérateur pour gérer ce futur établissement. Voilà, donc ce projet, comme d'ailleurs tout projet urbain un peu important sur quelques parcelles, que ce soit dans la ville, a fait l'objet d'une présentation aux riverains. Donc c'était il y a 15 jours, 3 semaines, sur le quartier de l'aéroport. Donc on avait boité sur les rues adjacentes pour annoncer, puisque le permis de démolir est d'ores et déjà affiché sur la parcelle, sachant que voilà, c'est une structure qui va vivre... j'allais dire en autonomie, avec des éducateurs qui seront sur place. Ça ne va pas avoir un impact important sur la ville, en tout cas, c'est certain. Et puis c'est d'ailleurs ce qui se passe dans les autres communes où il y a des structures identiques. En revanche, il y a une volonté de l'équipe d'être
aux côtés du projet, même si c'est porté par le département, et notamment avec l'équipe du CCAS qui pense qu'il peut y avoir des liens, et il doit y avoir des liens de fait. Il peut y avoir, et tu en parlais Anne-Françoise, dans la réunion publique, des systèmes de parrainage des habitants qui seraient intéressés pour accompagner des jeunes. Alors pas forcément les prendre pendant tout un week-end, mais leur faire une sortie, histoire qu'ils quittent de temps en temps la collectivité qui est la leur pour pouvoir vivre d'autres choses, connaître davantage des familles françaises ou des foyers français. Donc il y a des choses, comme tu disais, des belles histoires qui peuvent se construire. Et je pense certains habitants, l'équipe à coup sûr, le CCAS est intéressé pour faire le meilleur accueil à ces mineurs, même si, je le redis, hein, c'est de gestion départementale, avec l'opérateur qui sera trouvé. Peut-être y a-t-il des questions sur ce projet? Non? Une précision aussi sur, puisque tu parles du lien qui va s'opérer, notre volonté qu'il y ait une vraie insertion, même s'il n'y a pas d'impact sur la vie au quotidien, ça ne peut être que du plus en matière de partage. Dire que donc on a proposé aussi de mettre en place un comité de suivi d'installation composé à la fois des élus de la ville, des élus du département, en l'occurrence plutôt moi, parce qu'on sera plutôt sur du fonctionnement. J'espère qu'on sera plus sur des questions de bâtiment. Il y en a un petit peu au début. Et puis nos services respectifs et puis bien sûr, on a l'exemple sur une commune à côté, si possible des jeunes aussi de la structure pour faire un point régulier sur le fonctionnement, notamment la première année où on peut faire des points un peu réguliers pour ajuster et s'assurer que tout se passe bien. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup pour cette présentation. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis on va commencer donc notre séance de conseil municipal. Je vais commencer par procéder à l'appel. Non, tu voulais pas? D'accord. Donc, je suis présente. Nelly est là, Philippe est là. Marie Ballet est excusée et a donné pouvoir à Nelly Le Chapelain. Luc est présent, Sylvie aussi. Loïc est là. Alice Pfeiffer est excusée et a donné pouvoir à Philippe Cocheril. Edwin Hagan est présent. Fabienne Billard est là. Alain Jean également. Françoise Prigent est absente. Martine Friot est là. Pierre-François est là. Nathalie Megnaud est absente et a donné pouvoir à Fabienne Billard. Cécile Tribou est absente et a donné pouvoir à Caroline Thau. Michael Chemin est là. Laurence Cosset est présente. Guénolé Sorel est là. Florent Collonge est absent. Caroline Thau est là. Clément David est absent et il a donné pouvoir à Michael Chemin. François Cadiou est absent. Marion Garondo est absente. Marcel Billard est excusé et il a donné pouvoir à Loïc Ravaudet. Daniel Salmon est là. Rodolphe Lavorie est là. Fabrice Lucas est excusé. Yannick Dain est présent. Mickaël Massé est absent. Pas de pouvoir. Sabrina Rajdi est absente. Timothée Nourri est présent. Donc je constate que le quorum est atteint et je vous propose dans un premier temps d'adopter le procès-verbal qui vous a été... Enfin non, d'abord dans un premier temps, de désigner Nelly Le Chapelain comme secrétaire de séance et ensuite d'adopter le procès-verbal qui vous a été transmis ce vendredi 10 novembre. Est-ce que ce procès-verbal appelle de votre part des remarques ou des demandes de modification ? Eh bien, je vous remercie. Donc, ce procès-verbal est adopté. Et nous passons donc à l'ordre du jour. Donc, 15 rapports inscrits à l'ordre du jour de ce conseil. Et on commence par un rapport un peu, j'allais dire, inhabituel ou particulier avec l'adoption d'un vœu de soutien aux EHPAD. Luc, pour la présentation de ce vœu. Oui, donc il s'agit d'un vœu de soutien aux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes EHPAD publics, pour les résidents, un soutien aussi pour les résidences en autonomie et les services d'aide à domicile.
Le 4 octobre 2023, à Bru, se sont réunis plusieurs élus municipaux et des présidents de conseils d'administration de ces établissements pour constater leurs difficultés financières à tous ces établissements sur le département de l'Ille-et-Vilaine. Des réunions du même ordre ont eu lieu sur les 3 autres départements bretons, à savoir les Côtes-d'Armor, le Finistère et le Morbihan. Le constat de leurs difficultés, c'est qu'ils ont des difficultés dues à des financements insuffisants des autorités de tutelle, mais également des difficultés de recrutement et un épuisement de leur personnel. Et à cela s'ajoute l'inflation, l'augmentation des coûts de matières premières et des prestations, ainsi que des prestations et des factures d'énergie exorbitantes. Les établissements du département qui étaient présents signalaient que leur réserve financière leur permettrait de tenir quelques mois, voire 1 an, 2 ans maximum, pour certains. Et donc les élus réagissent face à ça et réagissent au report continuel d'une loi sur le grand âge sans cesse repoussée, aux réponses des autorités de tutelle quand il est demandé aux établissements de ne plus remplacer le personnel malade pour faire des économies, aux dépenses instaurées par l'État, que ce soit Ségur, la prime grand âge, la revalorisation du point d'indice, essentielles pour les personnels, mais qui ne sont pas compensées intégralement par les dotations. Et la charge supportée par les établissements est de plus en plus lourde. Ils réagissent également aux charges complémentaires liées aux frais relatifs aux périodes de préparation au reclassement, aux allocations retour à l'emploi, dès lors qu'ils remplacent le personnel dès le premier jour et qui sont financés par les établissements. Et au fait de faire supporter aux familles des charges non financées, induisant des coûts de loyer plus importants. Les élus municipaux dénoncent les réponses de l'État via l'Agence régionale de santé. Ces réponses proposent des mutualisations ou des fusions, alors que ça ne répond pas à la problématique actuelle et ça ne permet pas de générer des économies. Elle propose également le non-remplacement des personnels malades, et les élus s'offusquent de cette réponse, qui met en difficulté les résidents et les personnels, et qui met aussi en difficulté la qualité de l'accompagnement, qui se dégraderait sérieusement. Il dénonce également l'attribution de crédits non reconductibles qui ne garantissent en rien l'équilibre budgétaire et la pérennité du bon fonctionnement des établissements. Donc les élus municipaux s'associent à l'ensemble des élus mobilisés pour présenter une motion de soutien aux EHPAD, aux résidences autonomie et services à l'ensemble des communes du département, être associé au travail avec le ministère de la Santé et le ministère de la Fonction publique, ministre délégué aux collectivités locales, aux collectivités territoriales, accompagné des directions d'établissement. On est tous concernés, qu'on ait un EHPAD en gestion directe ou pas, puisque ça concerne en fait l'avenir de nos personnes âgées. Et nous nous mobilisons dans un objectif de défense de biens communs pour œuvrer dans le sens de l'intérêt général. Nous demandons aujourd'hui à l'État de bien vouloir nous entendre. Nous, élus locaux, sommes fondés à faire des propositions pour la loi grand âge. Donc il y a plusieurs actions qui sont envisagées par les collectifs des différents départements, qui vont d'ailleurs se réunir en collectif régional. Et ils interviendront notamment à la rencontre qui aura lieu fin novembre à l'Association des maires de France. Donc, au vu de ces éléments, je vous invite à adopter le vœu de soutien. Merci Luc. Est-ce que sur ce vœu, il y a des demandes d'intervention? Monsieur Salmon. Ça marche. Bon. Moi, je pense que ce vœu est extrêmement important. C'est bien que dans les conseils municipaux, on fasse de la politique aussi, et, on va dire, à un autre niveau que la commune, parce que là, c'est vraiment une problématique qui est nationale.
et on voit le degré d'empathie d'une société à la manière dont elle traite ses aînés. Et là, on voit bien que on a vraiment quelque chose qui est en train de dévisser et des établissements qui se retrouvent complètement paupérisés et qui ne vont pas pouvoir tenir longtemps. Alors là, je pense qu'il va falloir que l'État, un jour, entende cette difficulté-là, parce que on va devant des crises dont on ne voit pas où elles pourraient aboutir. On voit bien que ce gouvernement gère tout en fonction de la dette et estime qu'il faut la réduire à tout prix, sans essayer de chercher comment, au lieu de réduire la dépense, on pourrait accroître les recettes, parce qu'il y a beaucoup de moyens d'accroître les recettes et il ne les prend pas. Est-ce qu'on a des idées, par contre, pour revenir plus terre à terre, sur un EHPAD comme celui de Bru? Quel est le déficit aujourd'hui dans la gestion? Quelle est la somme? À combien ça monte? Sur celui de Bru, exactement, je ne sais pas, je sais qu'ils ont des difficultés, mais enfin, la moyenne pour les établissements, c'est autour de 150 000 euros de déficit. Donc, ça veut dire que certains c'est en dessous, et puis d'autres, il y en a qui vont jusqu'à 300 000 euros de prévision de déficit. Oui, donc on se rend bien compte que ça puise très rapidement dans la trésorerie des établissements qui n'en ont pas une qui est sans fond. Donc effectivement, bon, très bien pour ce vœu. Merci Daniel. Alors je vous invite donc à adopter ce vœu. Y a-t-il des collègues qui s'opposent à cette adoption? Des collègues qui s'abstiennent? Eh bien, merci pour cette unanimité pour porter ce vœu qui, je l'espère, fera bouger un peu les lignes. Et c'est vrai que c'est cette situation, enfin, on sait bien la difficulté. À Saint-Jacques, l'équipe municipale, enfin nous n'avons pas d'EHPAD municipal, mais il y a un EHPAD associatif et nous sommes présents au conseil d'administration. Donc le sujet est suivi aussi par les élus qui sont présents au conseil d'administration. Pour le moment, l'EHPAD de la Rabelais s'en sort à peu près, mais on sent bien que la situation est tendue avec des effets ciseaux sur les recettes et les dépenses qui sont inquiétantes. Luc, tu voulais rajouter? Non, oui, juste préciser que pour la Rabelais, jusqu'à présent, ils s'en sortaient bien. En 2023, ils s'orientent plutôt vers un déficit assez important aussi. On passe au rapport numéro 2 qui concerne les décisions. Enfin, je vous demande de prendre acte de l'ensemble des décisions que j'ai prises en votre nom depuis entre le 1er septembre et le 15 octobre dernier. Conformément aux délégations que vous aviez bien voulu me donner en début de mandat. Est-ce que sur ces décisions, vous avez des questions ou des remarques? Donc le rapport 3, celui-là, c'est le rapport que nous souhaitions proposer au précédent conseil, mais que pour des raisons techniques, nous avions reporté. Et il concerne le séisme au Maroc. Et en préparant ce conseil, on se disait qu'il paraissait loin, le séisme au Maroc. Il y a eu malheureusement d'autres catastrophes très importantes. Bon, malgré tout, on s'était engagé et ça a beaucoup de sens, notamment eu égard à l'importance de la communauté marocaine qui habite sur le territoire. On s'était engagé donc à soutenir le Maroc suite au séisme qui était intervenu dans la nuit du vendredi au samedi 9 septembre, qui a fait, je le rappelle, plus de 3000, autour de 3000 victimes, enfin décès, et plus de 5000 blessés. Donc c'était un séisme extrêmement important et puis surtout beaucoup de destruction. Et d'où la proposition qui vous est faite ce soir de venir en aide à l'association Architectes de l'Urgence qui intervient, alors pas forcément dans l'urgence, mais enfin peut-être dans une urgence plus modérée que lorsque il y a les premiers secours, puisque l'idée c'est bien d'accompagner les populations dans la reconstruction, notamment des reconstructions qui sont conformes aux normes antisismiques et qui peuvent durer plus longtemps. Donc nous vous proposons une subvention de 2 000 € à Architectes de l'Urgence. Est-ce que sur cette... oui, Daniel? Pour moi, je sais que ça avait été reporté parce qu'il y avait des questionnements. Donc je suppose que ces questionnements ont trouvé réponse et qu'on a épuré les interrogations. Oui, tout à fait. En fait, on a contacté Architectes de l'Urgence qui avait... on va dire un site internet moins à jour que leurs documents, puisqu'ils nous ont en tout cas bien transmis et leurs documents, leur rapport d'activité 2022
et le résultat de leurs dernières interventions, nous précisant que s'agissant de la Turquie, pour des raisons politiques, en fait, ils sont gênés dans leurs interventions actuellement, mais enfin, c'est bien une association qui est active et présente sur de nombreux terrains. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Donc, je mets le rapport aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. On passe au rapport suivant, alors qui est un rapport extrêmement technique qui concerne justement les délégations que vous m'aviez données. Notamment, il y avait une liste de délégations, dont la numéro 4 qui me donnait délégation, où vous me donniez délégation pour pouvoir prendre toute décision concernant les marchés relevant des procédures adaptées. Sauf que la formulation n'était pas tout à fait pertinente, puisque les marchés encore plus inférieurs qui ne nécessitent ni publicité ni mise en concurrence étaient exclus, alors même que c'est encore des marchés encore plus petits. Donc on a reformulé de façon à ce que l'ensemble des marchés inférieurs au seuil européen puissent faire l'objet d'une délégation, d'une délégation qui me permette de passer ces marchés sans passer en conseil municipal. Voilà, donc c'est assez technique, c'était déjà le cas, mais la rédaction avait nécessité d'être un peu précisée. Est-ce que sur ce rapport, vous avez des questions ou des demandes d'intervention? Des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Rapport suivant, le rapport d'activité de Rennes Métropole. Luc. Oui, donc ce rapport d'activité, comme chaque année, dresse un état des lieux des politiques publiques engagées sur le territoire et permet de les appréhender dans leur ensemble. Alors cette présentation, on va la faire à trois voix. Moi, dans un premier temps, donc Fabienne sur la préservation des ressources, moi à nouveau pour les solidarités métropolitaines, et enfin Philippe pour la partie sur les transitions. Et après cette présentation, vous serez invité à prendre acte de ce rapport. Faut pas que j'oublie ça. Dans son éditorial, Nathalie Appéré rappelle que la guerre en Ukraine a eu des conséquences directes sur nos 43 communes et leurs habitants, et a notamment provoqué une crise énergétique d'une ampleur inédite. Face à l'urgence de la situation, nous avons plus que jamais mesuré l'importance d'agir en faveur de la transition écologique sur l'ensemble du territoire. Cette transition était déjà mise en œuvre par la métropole à travers son plan climat et la ville de Rennes par son plan d'action en faveur de l'énergie durable et du plan climat. À ce titre, Rennes Métropole et la ville de Rennes ont reçu conjointement le label European Energy Award le 27 octobre 2022. Labellisation pour 4 ans, récompensant les actions concrètes des collectivités en matière de transition écologique. Les compétences intercommunales dépassent les frontières géographiques de chaque EPCI. Aussi, Rennes Métropole et 16 intercommunalités du bassin de vie de Rennes se sont engagés sur un contrat de coopération avec un programme d'une quinzaine d'actions pour la période 2022-2024 dans les champs des mobilités, de la transition écologique, de l'économie et du tourisme. Ce contrat bénéficie d'un soutien de 500 000 € de l'État et de 500 000 € de la région Bretagne. En décembre 2022, les élus ont adopté la charte métropolitaine de la participation citoyenne. Rennes Métropole souhaite mieux associer les habitants du territoire aux décisions qui les concernent. Cet objectif a été mis en œuvre dès l'élaboration de la charte écrite avec 86 habitants tirés au sort. Les valeurs socles sont l'esprit collectif, l'inclusion et la transparence. Et cette charte est accessible en ligne sur le site web de Rennes Métropole. Donc là, je vais passer la parole à Fabienne. Alors pour la partie préservation des ressources, donc des mesures de sobriété énergétique ont été prises en compte, surtout face à l'envolée des prix de l'énergie et la raréfaction des ressources. Des mesures mises en place par la métropole qui s'inscrivent dans l'objectif aussi fixé par le plan climat de 2019
moins 40% de consommation d'énergie entre 2010 et 2030. Quelques mesures de 2022, donc c'est sur l'évolution des horaires de l'éclairage public dans toute la métropole, avec une expérimentation à partir de la fin de l'année, afin de réduire de 20% la consommation annuelle de l'éclairage public. Et aussi la baisse de la température du chauffage dans les équipements et les locaux de 19 à 18 degrés maximum. En termes d'aménagement, un cap sur 2050 fixé par la loi climat et résilience en 2021 avec une réduction de la consommation d'espace avec l'objectif de zéro artificialisation nette, le ZAN, à l'horizon 2050. La quantité précise des futurs espaces à urbaniser dans la métropole pour 2021 à 2030 dépendra notamment du SRADET et du SCOT. Et en 2021 et 2031, l'objectif était 2 fois moins d'espaces naturels à urbaniser. Sur 2022, sur les 70 000 hectares de superficie totale de la métropole, 21% du territoire est urbanisé en 2020, alors qu'en 1982, 12% étaient urbanisés. Donc des réflexions menées sur le potentiel en matière de renouvellement urbain afin de limiter l'extension urbaine et sur des terres agricoles et forestières. Et puis Rennes Métropole a été retenue dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt national, Objectif ZAN, et le projet est d'élaborer un outil de simulation qui qualifie finement les sols selon leur fonction écologique. La stratégie des déchets, stratégie adoptée en mars 2022, objectif réduire de 12% les déchets en 2030, passer de 469 kg par habitant à 412 kg en 2030. Vous avez là les 6 axes d'action pour la métropole. Donc accompagner les habitants dans le changement de leurs pratiques, acheter et consommer responsable, prolonger la durée de vie des matériaux et des objets, gérer les biodéchets en proximité, développer des services adaptés aux besoins des usagers et développer des filières de valorisation. Les déchets collectés en 2022, c'était 457 kg par habitant. 176 kg, c'était des ordures ménagères, 97 kg de recyclables, dont les verres, et 55 kg de végétaux, et 129 kg en déchetterie, hors végétaux. Et je passe la parole à Philippe. Non, je reviens là. C'est un peu... Non, parce qu'après, il y a ça. Pardon. Donc les solidarités métropolitaines. Alors la stratégie métropolitaine des solidarités a été adoptée en septembre 2022 et se structure autour de 3 valeurs: l'égalité, l'hospitalité et la coopération. Cette stratégie identifie 11 domaines et se décline en 12 mesures phares. Parmi ces 12 mesures, je vais vous en citer que 7. Élaborer un schéma d'accès aux droits sur le territoire, lutter contre la précarité énergétique, améliorer le taux de recours à la tarification solidaire des transports, élaborer un nouveau contrat local de santé, développer l'accès aux dispositifs d'aide alimentaire, construire et renouveler les plans d'action pour l'égalité femmes-hommes et la lutte contre les discriminations, s'engager dans la démarche Rennes Métropole Amis des aînés. En 2022, 31 millions d'euros ont été consacrés aux actions en faveur des solidarités. Et nouveauté, donc en 2022, il y a eu le premier festival Nos Futurs, qui est porté par les Champs Libres, Le Monde et Rennes Métropole. Ce festival a pour but de donner la parole aux jeunes. Pour cette première édition, du 22 au 27 mars 2022, une centaine de lycéens, étudiants et jeunes actifs se sont impliqués. Le fil rouge de ce festival était les transitions sociales, écologiques et numériques.
Une cinquantaine de structures ont apporté leur contribution à l'événement. Et cette première édition a constitué un succès puisque 20 000 personnes ont été accueillies au Champ Libre pour assister à 14 rencontres, des concerts, 8 ateliers, etc. Et une deuxième édition a eu lieu en 2023. Et on passe à la dernière partie sur les transitions. Donc au cœur de transition et notamment la mobilité. Souvenez-vous, le métro, la ligne B, c'était il y a un peu plus d'1 an. Donc avec l'ouverture de la mise en service de la ligne B le 20 septembre 2022, qui relie donc Saint-Jacques-Guettet, une station, j'imagine que vous connaissez maintenant bien et qui fait partie de votre quotidien, jusqu'à Cesson. Donc c'est 85 000 voyages par jour, chiffre qui a dû augmenter depuis. En période scolaire, un métro tous les 135 secondes et 3 parcs relais, dont celui de Saint-Jacques-Guettet, pour un coût total de 1,3 milliard, dont 1,1 milliard financé par la métropole. Avec donc cette mise en service du métro, c'est redéployé entièrement ont été redéployées les lignes de bus pour redéployer environ 1 million de kilomètres parcourus, avec du coup 19 lignes nouvelles créées. Et donc les lignes 13, C6 et donc C7 qui a fait son apparition aussi à Saint-Jacques nous concerne directement. Donc le métro évidemment, et puis la suite, le trambus, puisque le métro est certes ouvert, mais le fait d'aller au-delà du métro en particulier nécessite de nouveaux investissements, et donc c'est le trambus, le projet qui est à l'étude, avec 4 lignes de trambus électriques. Donc c'est un bus au niveau de service, un bus électrique, qui vont être déployés entre 2027 et 2030, avec donc 4 lignes, donc je le disais, la T1 allant de Saint-Grégoire à Saint-Sulpice. Donc c'est une ligne qui vaut à peu près la C4 pour ceux qui la connaissent aujourd'hui, qui relie en gros, qui relie, on va dire, Villejean à Beaulieu, en allant jusqu'à Saint-Grégoire. La ligne T2 qui est finalement la ligne des quais, hein, l'axe central de Vezin à Cesson, mais qui est la ligne Est-Ouest qui traverse Rennes. La ligne T3 de Saint-Grégoire à Champy, donc en diagonale nord-sud-est. Et puis celle qui nous concerne, donc la T4, qui prolonge finalement le métro à Guettet pour rejoindre Bru en desservant Saint-Jacques et en irriguant les 3 quartiers de Saint-Jacques. On attend du coup une fréquentation de 90 000 voyages par jour pour 200 000 habitants concernés et 135 000 emplois, avec également des parcs relais qui vont être créés, 6 nouveaux parcs relais, dont un parc en ce qui nous concerne du côté de Kerlan. Et donc avec une participation, une consultation qui a eu lieu l'an dernier en décembre. Le Trambus s'accompagne aussi et même est précédé par le réseau Express Vélo, puisque la volonté de la métropole, c'est d'encourager fortement la pratique du vélo avec un triplement de la part modale d'ici 2030. On est environ aujourd'hui modestement à 3%, on vise les 9%. 3 premiers tronçons donc, du réseau Express Vélo ont été ouverts en 2022 entre Rennes et Noyelles-Châtillon, entre Rennes et Montgermont, Rennes-le-Reux, pour 13,8 km. Évidemment, pour la suite, Saint-Jacques est concerné et le trajet que je vous évoquais concernant le trambus qui desservira Saint-Jacques pour aller vers Bru sera quasiment doublé sur toute sa partie site propre par une voie cyclable, donc le réseau Express Vélo, qui existe déjà en partie, hein, puisque quand vous prenez ce Roger Daudin, vous employez déjà aujourd'hui des pistes sécurisées qui préfigurent le futur réseau Express Vélo en partie. Voilà. Un petit mot sur l'industrie du futur également à la Jeannet, puisqu'on parle donc du pôle d'excellence industrielle qui vient s'installer sur les espaces libérés, notamment par Stellantis, avec à terme 300 000 m² de surface au plancher sur 65 hectares pour ce renouvellement de part d'activité qui est tourné vers la mobilité décarbonée. On voit l'exemple du vélo, bien nommé Capitaine Cargo derrière de la société Galancy Cycle, qui est un vélo électrique cargo qui permet de transporter des enfants, des adultes, des provisions.
donc qui va être produit sur ce site. Et le bâtiment durable, on avait l'exemple de B3 Ecodesign, cherchez le nom. B3 Ecodesign, donc qui est spécialisé dans les aménagements de conteneurs. Voilà, on a eu l'exemple avec son hébergement pour les MNA, mais ils ont beaucoup de débouchés divers et variés, donc ils sont déjà installés aujourd'hui sur le site de la Jeannet. Et donc en 2022, on démarrait des travaux d'aménagement de voirie, de viabilisation, et également une première manifestation d'intérêt pour la suite, pour les 23 hectares d'entreprises à construction bas carbone, et un bâtiment particulier, le bâtiment 78, qui sera un futur bâtiment totem, avec une pépinière d'entreprises industrielles, des bureaux, des ateliers mutualisés, etc., qui est livré pour septembre 2024. Et enfin, un petit focus sur l'administration et sur les services internes à la métropole qui s'impliquent dans le défi écologie, puisque les agents sont mobilisés, formés, accompagnés pour répondre aux enjeux de la transition écologique, notamment avec les ateliers fresques du climat qu'ont suivi 825 agents de la ville de Rennes et de Rennes Métropole en 2022. Et des agents eux-mêmes qui ont formé les autres, 35 agents formateurs, avec également 400 participants à différentes propositions qui ont eu lieu en 2022, donc des conférences sur la biodiversité, restauration collective durable, visite de sites, etc. Et des ateliers spécialisés également, notamment réparation de vélos, auto-réparation, mais bien d'autres évidemment. Voilà, en ce qui concerne le rapport d'activité 2022. Je voulais juste préciser que le rapport est en totalité à votre disposition sur le site de Rennes Métropole. Merci pour cette présentation à la fois synthétique et vivante qui évoque l'ensemble des politiques qui sont de compétences métropolitaines. Est-ce que vous avez des questions sur ce qui vient d'être exposé ou sur d'autres éléments de la politique métropolitaine? Non, pas de questions. Bon, vous voyez que l'axe de la transition est quand même un axe extrêmement fort qui sollicite beaucoup d'énergie. Alors d'abord parce que tous on est convaincus de sa nécessité, mais aussi parce qu'elle s'impose dans tous les cas. La loi évolue et nous oblige aussi à organiser nos politiques publiques dans ce contexte assez nouveau, ce qui donne lieu quand même à de réelles difficultés d'équilibre entre des habitudes que nous avions, des besoins aussi que nous avons, je pense notamment au logement et à la production de logements, et dans un contexte de zéro artificialisation à venir. Sur le transport, la mobilité, on sait très bien aussi toutes les difficultés, vous les connaissez je pense aussi très bien, et on voit bien qu'on a à la fois des envies, des habitudes, et qui nous sont chères, mais aussi il faut que ça bouge, il faut que ça change. Ça se fait un petit peu dans la douleur dans certains cas. Et en tant que collectivité locale, que ce soit à la métropole ou ici à Saint-Jacques, dans toutes les communes, on est vraiment au premier plan, je dirais, de l'activité, enfin de cette transition. En réalité, pratiquement la moitié, enfin c'est pas pratiquement, c'est la moitié des sommes qui doivent être mobilisées, puisque si on compte en argent, mais il n'y a pas que ça, mais en tout cas, si on regarde en termes de budgétaire, la moitié des sommes qui doivent être mobilisées pour la transition dans les années à venir, d'après le rapport Pisani-Ferry, c'est les collectivités qui vont le porter, le bloc communal en fait, au premier chef. Donc on a une responsabilité qui est lourde, et je pense qu'on a besoin d'abord de bien comprendre les enjeux, parce que c'est assez complexe, pour ensuite pouvoir les porter et puis pouvoir accompagner la population qui parfois est un peu paumée, je pense, par rapport à tout ce qu'elle entend. Il y a des côtés aussi un peu angoissants, et je pense qu'en tant qu'élu, on a cette responsabilité qui est une belle responsabilité, mais qui parfois peut peser un petit peu lourd aussi sur nos épaules. Et je trouve que ce rapport, il évoque bien toutes ces dimensions-là, et évidemment des dimensions auxquelles on est très attaché sur le territoire, la dimension sociale avec la stratégie métropolitaine des solidarités, mais qui sont là aussi pour appuyer et accompagner aussi ces modifications nécessaires. On va profiter... alors, d'abord, je vais vous inviter à prendre acte, mais il n'y a pas de vote sur la prise d'acte. On est bien d'accord, monsieur Maillard? Si.
D'accord. Donc, y a-t-il des gens qui ne veulent pas prendre acte de ce rapport? Des gens qui s'abstiennent de prendre acte? Non. Donc, nous prenons acte. Et puis, par ailleurs, puisque c'est pas juste Monsieur Maillard, hein, c'est la préfecture qui nous demande d'être très formel dans nos prises d'acte. Donc, nous prenons acte de façon unanime et on profite de ce temps de rapport d'activité pour vous présenter les modifications dans le partage des documents depuis la métropole. Et donc, c'est Madame Pinet qui va vous faire cette présentation, qui est directrice générale des services, si vous ne la connaissez pas déjà. Vous pouvez récupérer un micro, très bien. Oui. Merci. Alors, très brièvement, parce qu'on ne va pas parcourir la totalité du support, mais il a été déposé sur JDoc à l'instant, donc vous pourrez le consulter quand vous en aurez envie, dès que le moment vous siera. L'idée, c'est que vous avez dû tous recevoir des identifiants, un message de Rennes Métropole avec des identifiants vous permettant de vous connecter à ce nouvel extranet. Qui vient en remplacement d'un extranet qui commençait à avoir fait son temps, et donc pour répondre à une commande du groupe projet gouvernance et de la conférence des maires. L'idée, c'était de disposer d'un outil performant pour faciliter la transmission d'informations, les échanges et la collaboration entre Rennes Métropole et les communes. Et de répondre aux enjeux de stratégie métropolitaine de numérique responsable. Donc un outil qui soit sécurisé dans un contexte qu'on connaît en termes de sécurisation numérique. Et puis qui répondent aux objectifs de sobriété numérique avec une facilité d'usage et d'accessibilité et d'inclusion numérique. Donc pareil, il y a un petit film de présentation, je vous laisserai aller le regarder si vous le souhaitez. L'objectif, donc, avoir un portail d'entrée unique qui soit facile d'accès à tout, mais avec une page d'accueil personnalisée. Donc je ne vais pas vous montrer de page d'accueil, puisqu'en fait, elle va être différente pour chacun d'entre vous en fonction de votre statut au sein de Rennes Métropole. Les fonctionnaires, les agents ont des accès, et les élus ont également des accès différenciés, et tout le monde est paramétré en fonction de ce à quoi il doit pouvoir avoir accès. Donc si les élus qui sont membres d'un GT ou d'un groupe de réseau par exemple ont accès à un espace réseau que les autres ne vont pas voir. Un calendrier partagé, et puis le fait d'avoir du responsive design qui permettent d'utiliser cet outil sur tous les supports. Alors, moins partagé, plus dans les usages entre les administrations, mais ça doit quand même pouvoir être utilisé pour certains groupes de travail. C'est un outil qui est coopératif et collaboratif, donc qui permet de travailler à plusieurs sur un même document, et au sein duquel nous allons avoir un espace par commune qui nous permettra d'échanger avec Rennes Métropole sur l'ensemble des sujets, sans passer par de l'échange mail, donc de manière, encore une fois, plus sobre et plus efficace. Voilà, alors voilà à quoi pourrait ressembler la page d'accueil, mais encore une fois, la vôtre ne ressemblera probablement pas à ça si vous n'êtes par exemple pas membre de la commission aménagement habitat, vous ne la verrez pas. Et en revanche, ce qu'on peut indiquer, c'est que dans l'ensemble de ces éléments, vous trouverez accès aux documents globaux de l'avis de l'institution, donc les comptes rendus des conseils métropolitains, avec les budgets et tous les actes officiels, les documents cadres des grandes politiques publiques, et puis après, les documents qui sont liés aux différents espaces de travail. Merci beaucoup, Léonore. Est-ce qu'il y a des questions sur cet interstice? Oui, en cas de question, n'hésitez pas si vous avez des difficultés pour vous connecter. Et puis, je rappelle aussi la traditionnelle journée de rencontre des élus métropolitains qui a lieu samedi prochain, enfin journée matinée, dès 8h30, enfin avec un début de travaux à partir de 9h à l'hôtel de Rennes Métropole. Vous avez dû recevoir aussi l'invitation. Sans doute un certain nombre d'entre vous est déjà inscrit, mais il est encore temps de s'inscrire si ça vous était sorti de l'esprit. Donc, on passe maintenant au rapport numéro 6 avec un autre rapport d'activité. Edwin, le rapport du cigare.
Bonjour mes chers collègues. Comme vous le savez, la ville de Saint-Jacques-de-la-Lande est adhérente au syndicat intercommunal du golfe de l'agglomération rennaise, donc le SIGA, et qui est lui-même propriétaire du golfe public de Rennes-Saint-Jacques depuis le 17 décembre 1986, avec les communes de l'Ermitage, la Chapelle-des-Fougerets et Rennes. Depuis 2018, le SIGAR a confié l'exploitation du DIGOF à la société Formule Golf dans le cadre d'une concession de service public conclue sur une période de 10 ans. Donc vous avez dû recevoir un exemplaire de ce rapport d'activité qui a été joint à la note de synthèse préalable au conseil municipal. Quelques points sur ce rapport d'activité 2022 au niveau technique. Selon le contrat, la redevance d'exploitation perçue par la collectivité est à la fois assise sur une part fixe de 55 000 euros et sur une partie variable de 3% jusqu'en 2021, puis de 6% pour les années suivantes. Cependant, ce contrat a été revu en 2022 par avenant pour prendre en charge une partie de la baisse d'activité subie par l'exploitant liée aux travaux de rénovation du clubhouse. Donc le clubhouse, c'est le foyer, le lieu de convivialité, qui est en maîtrise d'ouvrage et en travaux depuis lors. Donc le taux de redevance variable a ainsi été revu à 3% pour 2021 et 4,5% en 2022. L'ensemble des lots pour la rénovation du restaurant du clubhouse ont été modifiés en 2021 et les travaux ont commencé début 2022. Ils se sont achevés en septembre 2022, permettant la réouverture du restaurant. Si ce n'est en fait la fermeture du clubhouse, le bon entretien du terrain fait l'unanimité auprès de tous, notamment lors de l'organisation des compétitions, où on reviendra un petit peu après. L'activité, elle, semble avoir retrouvé son niveau normal d'avant la crise Covid, la crise sanitaire, même si la canicule a eu un impact sur la qualité du parcours durant l'été. Le golfe de Rennes, administré par le SIGAR, s'est par ailleurs engagé depuis plusieurs années dans un programme de préservation et de développement de la biodiversité. Des partenariats notamment avec la LPO ont été conclus, avec des protections des oiseaux. Une labellisation biodiversité en partenariat avec la Fédération française de golf et le Muséum d'histoire naturelle sont en cours d'instruction. Le golf a développé une charte de gestion environnementale et a obtenu le label U-Golf éco-durable qui implique la limitation des produits chimiques, une politique de qualité et d'économie d'eau et le respect des sols ainsi qu'un maintien et un développement de la biodiversité dont je parlais juste avant. Voilà sur le point de vue technique. Sur le point de vue sportif, le nombre de licenciés est en hausse, plus 36 licenciés en 2022 qui monte le nombre à 661 et un nombre de membres associatifs aussi en hausse, plus 47 adhérents, ce qui élève à 350 le nombre d'adhérents associatifs. Les activités et compétitions à un niveau d'avant-crise sanitaire ont pu être observées. En 2022, le golf a reçu un championnat de France messieurs ainsi qu'un grand prix Blue Green. Blue Green, c'est un rapport avec différents golfs en France. Différentes compétitions sponsorisées et caritatives ont aussi eu lieu cette année. Au niveau de l'activité scolaire, parce qu'on a une activité scolaire sur Saint-Jacques assez accrue, initiation au golf pour les enfants de milieux sociaux défavorisés, prolongée en éducation physique sur le temps scolaire, 350 enfants accueillis sur l'année de 9 écoles et de 15 classes. Donc j'ai dit de Saint-Jacques, mais il n'y a pas que Saint-Jacques, on n'a pas de 9 écoles, on a un peu moins. Une formation des scolaires de CM2 sur près de 65 séances d'apprentissage et le SIGAR prend en charge les frais de déplacement en plus des initiations. Donc je ne sais plus où j'en étais.
une école de golf qui est gérée, en plus, il y a une école de golf gérée par l'association sportive, où il y a 39 enfants de 5 à 16 ans, et gratuité pour les plus jeunes, pour l'accès au terrain et aux practices. Il y a également des stages pour novices et confirmés, et leur nombre est également en évolution. Voilà pour l'activité. Sur le compte-rendu financier de l'exploitation du golf par Formule Golf, les recettes s'élèvent à 1 260 116 euros et les dépenses à 1 97 255 euros, auxquels s'ajoutent les frais de service de la société Formule Golf répartis sur la base d'un taux horaire du chiffre d'affaires d'activité uniformément sur tous les golfs de la société. 2022, dans le chiffre du bilan financier, a été marqué par la fermeture du clubhouse pendant 9 mois, ainsi que par l'épisode de sécheresse estivale, qui est un élément remarquable sur le compte-rendu financier. Au niveau de la gestion du SIGAR, elle conduit pour l'exercice 2022 à un résultat financier représentant un excédent de fonctionnement de 68 564,14 € et d'un déficit d'investissement de 198 742,59 € suite aux travaux de rénovation du clubhouse. L'excédent cumulé d'investissement demeure positif de 109 000 €, ce qui permet d'envisager l'autofinancement d'autres projets sans avoir recours ni à l'emprunt ni à d'autres participations extérieures. Donc, le SIGAR équilibre son fonctionnement avec des recettes pour l'année 2023 d'un montant global à hauteur de 144 000 €, supérieur aux dépenses d'un montant de 70 000 €. Et ce qui nous intéresse, c'est que cet excédent permet de prévoir un virement à la section d'investissement de 67 000 €, ce qui fait que les communes membres ne vont pas être sollicitées pour fournir une contribution financière, ni pour l'équilibre de fonctionnement de cet équipement sportif, ni pour le financement des travaux prévus par la suite. Et donc, les dépenses d'investissement 2022 se sont concentrées sur la rénovation du clubhouse pour un montant de 273 000 € en tout. Voilà, au vu de ces éléments et après en avoir débattu, je vous invite à prendre acte de ce rapport. Merci Edwin. Et donc le débat est ouvert. Puisqu'on dit après en avoir débattu, c'était juste pour ça. Est-ce qu'il y a des remarques ou des demandes d'intervention concernant ce rapport d'activité ? C'est vrai que c'est un bel équipement qui est avec un projet quand même d'ouverture de la pratique au-delà des habitués du golf. Et donc on accompagne depuis de nombreuses années. Mais s'il n'y a pas de... Si, allez Daniel, un petit mot sur le golf. D'ailleurs, j'étais ravi que ce soit Edwige qui soit obligé de présenter le rapport sur Edwin sur le golf. C'est toujours intéressant. Et sinon, à part cette boutade, je me rappelle quand j'étais enseignant avoir pris beaucoup de plaisir à emmener mes élèves au golf. Souvent, ce sont des enfants qui n'auront jamais l'occasion d'y retourner dans leur vie. Donc, c'était une initiation toujours intéressante, clé en main, avec des animateurs qui font bien le travail. Donc, voilà, j'en garde des bons souvenirs. Et rien que pour ça, c'est quand même intéressant d'avoir cet équipement-là sur la ville et de pouvoir en profiter. Merci Daniel. Donc, je vous invite à prendre acte. Est-ce que tout le monde prend acte ? Tout le monde prend acte. Donc, on passe à la décision modificative numéro 2, présentée par Loïc Ravaudet. Bonsoir à tous. Donc, une petite décision modificative au BP par rapport à ce qu'on avait prévu au BP 2023, à savoir, on vous propose de diminuer de 30 000 € nos charges à caractère général en raison d'une opération de faux cardage que l'on ne fera pas cette année, et puis d'augmenter les crédits dans les charges de personnel de 30 000 €, donc du montant équivalent, ce qui nous permettra d'ajuster nos crédits et de ne pas modifier le montant global de nos dépenses de fonctionnement. Merci Loïc. Avez-vous des questions sur cette petite DM ? Je la mets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Je vous remercie. Rapport suivant, Loïc toujours.
Alors, ça concerne la nouvelle règle d'amortissement. Donc, vous savez qu'au dernier conseil municipal, on avait délibéré pour mettre en place ce qu'on appelle la nouvelle nomenclature M57. C'est une nouvelle nomenclature comptable qui sera mise en place à compter de janvier 2024. Donc, ça nous impose de revoir nos règles d'amortissement de nos biens. Donc, ce qu'on vous propose ce soir, donc, c'est d'appliquer la règle qu'on appelle pro rata temporis, c'est-à-dire qu'on prend un bien à la date de mise en service et selon un tableau avec les durées qu'on vous a fournies bien par bien, on calcule l'amortissement de chaque bien. Donc cette nouvelle règle s'appliquera au 1er janvier 2024 et à l'exception, on vous propose de l'appliquer à l'exception des biens inférieurs dont le montant est inférieur, la valeur du bien est inférieure à 500 € pour permettre voilà, d'amortir les biens de faible valeur sur une année pleine à compter de janvier 2024. Nous vous proposons donc d'appliquer cette règle au 1er janvier 2024, donc de déroger à la règle du pro rata temporis pour les biens dont la valeur est inférieure à 500 € TTC. Donc on vous propose d'approuver les durées d'amortissement qu'on vous a fournies dans le tableau annexé et puis d'abroger donc les délibérations qui avaient été prises le 4 juillet 2011 pour fixant la durée d'amortissement des immobilisations et d'abroger aussi la délibération de juillet 2012 fixant les durées d'amortissement des subventions d'équipement. Voilà pour cette délibération. Merci Loïc. Une délibération extrêmement technique, vous l'avez compris. Le fait qu'elle était technique plus que la délibération elle-même, mais ça c'est normal. Donc y a-t-il des demandes d'intervention, des questions? Donc je mets le rapport aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Le rapport est adopté. Rapport suivant, il s'agit d'une série d'avenants concernant Eugène Potier. Donc premier avenant, Philippe. C'est ça, donc on va avoir effectivement 3 avenants successifs concernant le groupe scolaire Eugène Potier, dont les travaux continuent. Avec le premier avenant du coup, qui concerne le marché de maîtrise d'œuvre, où l'économie générale du marché, donc on a un marché montant initial de 818 000 € hors taxe, et la proposition d'avenant concerne la mission complémentaire qui est demandée à la maîtrise d'œuvre, suite notamment à la commission de sécurité qui s'est déroulée au mois de la rentrée, enfin au mois de septembre. Il en ressort notamment la nécessité de déposer une autorisation de modifier l'établissement comme étant un établissement recevant du public pour la partie restauration scolaire. Donc c'est relativement réglementaire comme modification, mais ça implique de la maîtrise d'œuvre des missions supplémentaires à hauteur de 2 000 € sur l'avenant numéro 5. Donc je vous invite à autoriser Madame la maire à signer cet avenant. Merci Philippe. Y a-t-il des questions, des demandes d'intervention, des oppositions, des abstentions? Rapport suivant. Donc l'avenant Libération 10, donc l'avenant sur le lot 12 courant fort et PMS SSI, donc le montant du marché initial 226 000 €, où le montant de l'avenant 4 est de 2 213 € pour toujours dans la même lignée un ajout d'une armoire électrique, mise en conformité en tout cas, dans le bâtiment patrimonial, et du coup voilà, une modification de ce marché avec donc les 2 213 €. Je vous ai également autorisé Mme la maire à signer cet avenant. Merci. Des questions, des demandes d'intervention, des oppositions, des abstentions? Rapport suivant, Philippe. Et enfin, donc l'avenant 4 concernant donc le lot gros œuvres, où, autre mesure, il est nécessaire de poser un isolant thermique extérieur au niveau des sous-bassements du bâtiment existant de la cantine, pour un montant donc, de 1 795 € sur un montant initial du marché de 823 000 €. Donc je vous invite également à autoriser Mme la maire à signer cet avenant. Des questions, des demandes d'intervention, des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. Rapport suivant, Philippe toujours. Oui, alors là, on est plus sur l'école Eugène Potier, mais sur l'école Olympe de Gouges, bien en amont pour le coup d'éventuels travaux, puisqu'il s'agit d'une convention de financement pour l'accompagnement et la maîtrise de l'énergie
sur cette école Olympe de Gouges. Donc excusez-moi, voilà. Le syndicat départemental d'énergie d'Ille-et-Vilaine, donc le SE35, est engagé dans la transition énergétique depuis de nombreuses années. Il a notamment mis en place un groupement d'achat d'énergie pour mutualiser et massifier les achats d'électricité et de gaz, et donc Saint-Jacques en profite en particulier. Il a également déployé des systèmes de management de l'énergie. Il a également créé la société d'économie mixte Énergive pour le développement des énergies renouvelables. Et désormais, il souhaite œuvrer pour l'amélioration des bâtiments communaux, avec notamment au travers du programme ACTE, donc Action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique. Donc lauréat de ce programme, il vise à proposer un service d'accompagnement pour les collectivités qui souhaitent initier des projets d'efficacité énergétique pour leurs bâtiments publics. Et dans ce cadre, les accompagnements et les financements pourront porter sur la réalisation d'un audit énergétique intégrant un diagnostic, une simulation thermodynamique, une évaluation du confort d'été et un potentiel d'énergie renouvelable. Également sur l'élaboration d'un schéma directeur pour faire un état de lieu complet du patrimoine bâti d'une collectivité, l'installation de capteurs de suivi également, de remontée d'informations, et puis l'appui d'une assistance de maîtrise d'ouvrage pour réaliser des travaux de rénovation énergétique globale. Donc, à travers ces différents types d'accompagnement, le SDE a retenu la candidature de Saint-Jacques-de-la-Lande pour la réalisation de l'audit énergétique du bâtiment Olympe de Gouges, avec, comme je le disais, une simulation en thermodynamique, évaluation du confort d'été, faisabilité d'utiliser des matériaux biosourcés et mise en œuvre d'équipements en énergie renouvelable, en particulier donc panneaux solaires photovoltaïques sur la toiture. Il intégrera une estimation et une planification prévisionnelle des futurs travaux. Donc la collectivité, donc Saint-Jacques-de-la-Lande, s'engage à réaliser une consultation pour une prestation de diagnostic énergétique pour le bâtiment de l'Olympe de Gouges en utilisant le cahier des charges fourni par le SDE. Donc l'audit devra permettre de visualiser l'état et travaux nécessaires pour améliorer ensuite les performances énergétiques du bâtiment. Donc cet audit, au niveau des dépenses énergétiques, revient à 7 400 € hors taxe. On obtiendra une participation du SD35 de 2 500 € en recettes, donc un reste à charge de 4 900 € pour Saint-Jacques. Donc je vous invite, mes chers collègues, à approuver les termes de cette convention et à autoriser Madame la maire à la signer. Merci Philippe. Des questions, des demandes d'intervention? Je mets le rapport aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. Peut-être juste vas-y Philippe. Complément. Ça préfigure un petit peu l'intention qu'il y a derrière d'aller vers une rénovation énergétique plus lourde sur l'Olympe de Gouges. C'est finalement la dernière école de la commune qui reste à faire évoluer de ce point de vue-là, puisque Eugène Potier a subi une reconstruction, Gabriel Péry une reconstruction également. Suzanne Lacor, alors il y a les travaux prévus, mais elle est plus récente. Mais pour une école de cet âge-là, en l'occurrence Olympe de Gouges, les travaux conséquents sont à prévoir dans les années qui viennent. Donc on anticipe déjà en profitant de cette opportunité pour réaliser un audit énergétique complet. Merci. On passe au rapport suivant, qui est le dernier rapport d'activité de ce conseil et qui concerne la collectivité Eau du bassin rennais. Et c'est Fabienne qui va présenter. Donc, je vais vous présenter donc, le rapport sur le prix et la qualité du service public, le RPQS d'eau potable. Donc, le périmètre de la collectivité Eau du bassin rennais que vous voyez sur la carte, c'est 6 structures membres intercommunales, dont 75 communes, 46 élus du comité syndical, 18 élus au bureau syndical, 548 000 habitants en 2022, plus 12 000 habitants, et 240 607 abonnés en 2022, plus 7 744 abonnés. La collectivité est compétente sur la source jusqu'au robinet. Donc vous le voyez grâce au petit schéma avec les ressources, les usines de potabilisation qui passent par les réservoirs et qui arrivent chez vous.
Donc, on a une protection des ressources grâce à 17 captages, une production d'eau potable avec 12 usines de potabilisation, 206 km d'abduction. Et en distribution d'eau potable, on a 72 réservoirs et 4589 km de canalisation. L'administration et finances de la collectivité, c'est 58 millions de recettes et 36,6 millions de dépenses, soit une différence de 22 millions, dont 21 millions environ pour les investissements. On a 61 agents avec une masse salariale de 2,8 millions. La protection de la ressource, la collectivité produit de l'eau potable à partir de 17 captages, dont 2 barrages, une prise d'eau en étang, 2 prises d'eau en rivière, 10 captages d'eau souterraine et 2 réseaux de drains souterrains. En 2022, il y a eu un accompagnement individuel ou collectif avec une protection de 24 hectares contre le ruissellement en hiver par l'implantation d'un couvert végétal dans le maïs au mois de juin, réalisé par 4 agriculteurs. Des enquêtes et cafés-débats destinés aux agriculteurs de plus de 50 ans sur les problématiques liées à la transmission de leur ferme. En mission spécifique, la réalisation de 3,4 km de travaux bocagers et des interventions dans les lycées agricoles et dans des centres de formation. En termes de gouvernance, il y a eu des concertations locales pour expérimenter la sortie progressive des pesticides sur la chaise et le canut. On a un montant pour la protection de la ressource de 600 480 € de dépenses sur cette année 2022. Terre de source, donc les producteurs d'ici protègent l'eau. La terre de source est une action créée par la collectivité eau du bassin rennais pour promouvoir les produits agricoles issus d'exploitations attentives à la protection de la ressource en eau. Terre de Source a été lauréat en 2019 de l'appel à projet territoire d'innovation de programme d'investissement d'avenir lancé par l'État. En 2022, c'est 10 filières de production Terre de Source, consolidation des filières végétales existantes et travaux sur des filières émergentes, 110 agriculteurs et 10 opérateurs en blé noir, blé paniflable, légumineuses bio, viande bovine bio, porc, légumes, produits laitiers. La création du 3e groupement de commandes et la constitution de la société coopérative d'intérêt collectif Terre de Source, avec 105 associés regroupés en 6 collèges. Tout ceci pour un montant d'1 980 000 de dépenses. La production d'eau potable. La collectivité produit de l'eau potable à partir de 17 captages, 12 usines de potabilisation, 206 km d'adduction, 72 réservoirs d'une capacité totale de 118 675 m3, 2 782 250 de dépenses d'investissement sur l'année 2022. Vous avez après, dans le camembert, la répartition de la production en 2022 que je ne vous lirai pas. La collectivité importe de l'eau potable pour alimenter ses territoires les plus excentrés et elle exporte aussi de l'eau. En 2022, on a 145 171 m3 par jour de capacité de production d'eau, 21,1 millions de mètres cubes d'eau produite, 29,6 millions de mètres cubes d'eau prélevée, 94,1% de rendement des usines et 91% de l'eau distribuée est produite par l'eau du bassin rennais. Les travaux de modernisation de la production. La collectivité renouvelle et modernise en permanence ses installations de production. En 2022, pour les usines, l'investissement a été de 750 937 €, avec notamment la modernisation de l'usine de Refemel. En réservoir, on a un investissement d'1 197 281 millions d'investissement avec la finalisation des études projet de réhabilitation des réservoirs en 2022-2025, le futur réservoir de la Mézière
et un nouveau groupe de pompage à passer. Et en termes de barrage, on est à un investissement de 863 334 € avec des études environnementales et de maîtrise d'œuvre préalables à la vidange et aux travaux de restauration du barrage de Rofemel. La distribution d'eau potable, le taux objectif de renouvellement annuel des canalisations est fixé par les élus de la collectivité à 1,25%, soit 57 km par an. En 2022, on a 4589 km de canalisation, soit plus 12,73% par rapport au rapport de 21. 14,10 km d'extension dans le cadre de la ZAC ou de permis d'aménager sous le contrôle de la collectivité et 48,7 km renouvelés, soit plus de 1,9% sur le périmètre historique des 56 collectivités. 90,7% rendement du réseau de distribution en 2022, 1,8 m3 jour par kilomètre d'indice linéaire de perte. Une dépense d'investissement en 2022 de 8 970 585 €. 240 607 abonnés au service de l'eau, donc une augmentation. Et puis 24 308 874 m3 d'eau vendus aux abonnés. La qualité de l'eau, un petit focus sur cette qualité de l'eau qui est 100% conforme aux limites de la qualité d'eau microbiologique et physico-chimique. Et on a reçu de l'ARS en fait sur la qualité de notre eau qui est en qualité A, qui est une eau de bonne qualité avec au niveau bactériologie un A très bonne qualité, en nitrate un A aussi en bonne qualité, pesticides et métabolites pertinents A en bonne qualité. Donc tout est en A en fait et une dureté de l'eau qui est très peu calcaire. La défense extérieure contre les incendies, puisque c'est vrai que c'est une particularité sur la collectivité qui exerce pour Rennes Métropole la défense extérieure contre l'incendie et une assistante DECI pour Melesse, Talensac et Bréal-sous-Montfort. On a 752 contrôles sur poteaux incendie réalisés par la SPL EBR. 1,39 poteaux incendie indisponibles contre 7,38% en 2015. Et des dépenses remboursées par la métropole à hauteur de 736 506 €. La délégation du service de distribution d'eau potable en 2022, donc là vous le voyez sur la carte, vous avez la SOR qui est en vert foncé, SPL Eau du bassin rennais en bleu et puis Veolia en rouge. C'est 14 contrats de délégation du service de distribution par la collectivité. En 2022, transfert de la collectivité du contrat Vallée du Couesnon pour 3 communes du Val-d'Île d'Aubigné et intégration du contrat en suivi DSP de la collectivité vis-à-vis de Veolia Eau. On a une prolongation de 6 mois du contrat SOR sur le RE pour faciliter la reprise par la SPL. Une préparation du transfert de la SPL à la SPL des contrats L'Heureux et Champy-Vernin. Une contribution supplémentaire de la SPL à la collectivité de 448 936 €. Tout ceci pour une dépense sur l'année 2022 de 285 763 €. Exercice d'une solidarité, la solidarité sur le bassin rennais, une harmonisation géographique progressive du prix de l'eau. En 2022, le prix d'une facture de 120 m3 pour un local d'habitation varie entre 269 € et 279 € sur les 56 communes présentes en 2015. Il va jusqu'à 360 € pour les communes intégrées en 2020 et 2021. L'écart entre les factures la plus chère et la moins chère était de 150 € en 2015. Il est de 10 € en 2022 sur le périmètre historique des 56 communes. En 2023, une grande partie des usagers domestiques paiera le même prix d'eau potable. Donc vous voyez après les évolutions avec la carte. La tarification écologique et sociale de l'eau, les 10 premiers mètres cubes sont gratuits.
la progressivité du tarif de l'eau pour les abonnés domestiques individualisés. Plus on consomme, plus le mètre cube coûte cher. Et la fin de la dégressivité pour tous les autres abonnés, les entreprises et autres. Et vous avez toujours l'allocation eau, donc le chèque eau pour les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire sans participation financière. Là, c'était 15 900 attributaires sur 18 400 bénéficiaires potentiels. Tout ça pour des dépenses de 318 340 pour l'allocation eau sur l'année 2022. La solidarité de la collectivité à l'international aussi. La collectivité est attentive à consacrer 1% du montant de ses produits de vente de l'eau à la coopération internationale par 2 canaux. La coopération institutionnelle avec la ville de Béthunia en Palestine et le soutien aux associations locales avec 5 dossiers de demande de subvention déposés par 5 associations et qui ont été acceptés pour un total de 33 835 € en faveur d'actions d'accès à l'eau potable sur le Cambodge, Togo, Niger, Burkina Faso. Adaptation du changement climatique avec le programme Ecodo. La collectivité a développé un programme d'une vingtaine d'actions pour favoriser les économies en eau. Et le programme Ecodo est soutenu par l'Agence de l'eau de Loire-Bretagne. C'est 1200 élèves élémentaires sensibilisés dans le cadre du programme Animation 2021-2022. 4678 habitants sensibilisés par les 4 ambassadeurs de l'eau, partenariat avec des chambres consulaires et réseaux de professionnels pour accompagner des entreprises vers plus d'économie d'eau et un engagement de 48 communes dans le diagnostic et le suivi de leur consommation d'eau. Tout ceci pour 444 137 000 € de dépenses sur l'année 2022. Avec un focus sur les données de consommation d'eau, donc consommation moyenne annuelle, tout type d'abonnés, c'est 101 mètres cubes. Les abonnés de locaux à usage d'habitation consomment 63,7 mètres cubes. En 2020-2022, sur les profils de consommation d'eau des abonnés réalisés par l'ODIAR, agence d'urbanisme de Rennes, pour la collectivité, 75 mètres cubes par an en moyenne pour une maison de 2016 à 2019, 55 mètres cubes par an en moyenne 2016-2019 pour un appartement. Et enfin, la relation avec les usagers. Donc vous avez des proximités avec les collectivités EPCI des communes, avec la participation à des instances collectives membres, 6 référents du secteur dédié, information préalable aux travaux pour les élus et les habitants, un partenariat avec les associations locales, une information multiforme à destination des usagers. Donc vous avez effectivement ce rapport annuel et cette synthèse qui vous est faite aujourd'hui. Vous avez le site internet, des articles de presse et tout ceci pour un montant de dépenses de 49 735 € sur l'année 2021. Donc par rapport à ce rapport sur la qualité du service public d'eau potable, vous pouvez le retrouver en fait l'ensemble de ce rapport à l'accueil de la mairie. Il est en accès libre. Merci Fabienne pour cette présentation. Est-ce que vous avez des questions, des demandes d'intervention? Oui, Monsieur Salmon. Merci. Je pense qu'il faut saluer l'excellente gestion de la société publique locale Eau du Bassin Rennais, qui là montre la pertinence d'une gestion publique par rapport à ce qu'on avait avant avec le privé, avec un tarif au mètre cube qui est bien inférieur à ce qu'on avait, avec une solidarité entre les territoires et également un souci de la préservation de la qualité de l'eau. On voit bien qu'avec Terre de Source, il y a vraiment des efforts faits, parce que d'un côté, aujourd'hui, on a une crise de l'agriculture biologique qui pose vraiment des vrais soucis, parce qu'aujourd'hui, on n'a que 3% des masses d'eau en Ille-et-Vilaine qui sont des masses d'eau avec une bonne qualité, ce qui est assez dramatique. Et la seule agriculture, le seul modèle qui permet de conserver cette qualité de l'eau, c'est l'agriculture biologique, et elle est aujourd'hui
soutenue par l'État, comme la corde soutient le pendu à peu près. Donc c'est une vraie catastrophe. Heureusement qu'au niveau local, il y a des éléments comme la SPL qui y travaillent vraiment pour pouvoir assurer des revenus convenables aux gens, aux agriculteurs qui s'engagent dans cette agriculture biologique. Donc voilà, c'est à noter, je pense. Et ce matin même, dans cette salle, nous recevions, en tant que maire de Pompéan, le président de la CEBR, Michel de Molder, qui me disait qu'il avait été, que la CEBR était convoquée, enfin invitée par le ministre. Donc il y a peut-être quand même quelques lueurs d'espoir pour notamment évoquer la tarification sociale de l'eau. En fait, on est habitué, parce que déjà dans le mandat précédent, cette tarification sociale avait été mise en place avec l'idée que plus on consomme, enfin non, plus les quantités sont importantes et plus l'eau est chère. Et, et cette tarification, en fait, est assez innovante. Et donc, elle inspire en tout cas le ministre qui veut en savoir plus. Bah, peut-être qu'il y a des... voilà, peut-être que ça va faire progresser les choses. Donc, en tout cas, oui, un très bel outil au service de quelque chose d'extrêmement, enfin, d'essentiel pour la vie de tous. Donc, nous prenons acte collectivement. Très bien. Donc, on passe au rapport suivant qui concerne la dénomination d'une voie. Sylvie. Oui. Donc, il s'agit de dénommer le tronçon, le tronçon entre le boulevard Jean Mermoz et la rue Jean Pont, donc au sein de l'opération d'aménagement de la ZAC de la Courrouze pour le secteur dit Paul Mermoz. La préférence du groupe Toponymie s'est portée donc sur une résistante française en accord avec les dénominations déjà en usage dans le quartier. Il s'agit donc de Madame Jeanne Boeck, née le 16 février 1919 à Plestin-les-Grèves et morte le 11 janvier 2010. Donc, engagée dans le corps des volontaires françaises des forces françaises libres, elle intègre le bureau central de renseignement et d'action et y apprend les techniques de sabotage. Parachutée en février 1944, elle sillonne la Bretagne à bicyclette et elle forme des équipes de saboteurs et organise plusieurs opérations de sabotage. Elle participe également à la libération et après la guerre, elle devient donc professeure de mathématiques et également maire adjoint du 18e arrondissement donc de Paris. Je vous invite, mes chers collègues, à dénommer le tronçon de voie donc, entre le boulevard Jean Mermoz et la rue Jean Pont, rue Jeanne Boeck, donc 1919-2010, née à Plestin-les-Grèves, donc dans le 22, résistante française. Merci Sylvie. Y a-t-il des questions, des demandes d'intervention ? Donc, une nouvelle figure à découvrir, puisque c'est aussi l'intérêt de dénommer les voies, c'est de mettre en avant des figures. Certaines sont déjà très connues. Jeanne Boeck, certains parmi vous la connaissaient déjà, mais en tout cas, d'autres encore la connaîtront davantage, puisque son nom sera inscrit sur les plaques. Oui, Daniel ? Ça contribue à la féminisation des noms de voiries qui aujourd'hui ne sont loin d'avoir la parité. Ça ne nous avait pas échappé. Pardon. Oui, effectivement, je voulais juste rajouter dans le sens de M. Salmon, effectivement, puisque en sillonnant les rues, on peut constater qu'il y a beaucoup d'hommes. Et c'est vrai que depuis le début du mandat, à chaque fois, ce sont beaucoup de femmes qui reviennent et on ne peut que s'en féliciter. Une précision de contexte par rapport à la voirie, c'est qu'on avait ce tronçon de voie là qui était aussi nommé rue Jean Pont, en fait, un peu comme tout le reste. Et au final, on avait trois rues avec Jean Pont, et donc c'était difficile de s'y retrouver, effectivement, et l'adressage pouvait poser problème. Donc c'était l'occasion aussi de rectifier cette ambiguïté. Donc je mets je ne l'ai pas mis aux voix encore, hein, on est d'accord. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Je vous remercie. Et donc on finit en beauté avec une convention entre la médiathèque, enfin la ville de Saint-Jacques, la médiathèque et les AT. Pierre-François. Alors, il s'agit d'une convention de partenariat entre la ville et l'ESAT Utopie qui va permettre la mise en place d'actions de sensibilisation et d'accès aux livres et à la lecture. Donc, l'ESAT Utopie, c'est un établissement qui permet l'insertion sociale et professionnelle des adultes en situation de handicap. Il est situé dans la zone industrielle de la Haie des Cognets à Saint-Jacques.
Et dans le cadre de l'accompagnement de ces agents, l'ESAT aimerait bénéficier d'un partenariat avec la médiathèque Lucien R pour des actions de sensibilisation et d'accès aux livres et à la lecture. Ces actions pourront prendre la forme de visites organisées en groupe, de participation à des animations autour du livre ou à l'occasion des expositions qui sont présentées à la médiathèque. Il s'agira aussi de favoriser la fréquentation régulière et libre des agents individuels des agents de l'ESAT. La convention sera conclue pour une durée d'1 an et sera renouvelable tacitement. Il y aura un point d'étape au bout de la première année. Au vu de ces éléments, je vous invite, mes chers collègues, à approuver les termes de la convention entre la ville et l'ESAT Utopie et d'autoriser Madame la maire à la signer. Merci Pierre-François. Y a-t-il des questions, des demandes d'intervention, des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie et je passe la parole à Philippe Cocheril pour clore ce conseil municipal. Mes chers collègues, si je prends la parole devant vous ce soir, c'est pour vous faire part de ma démission prochaine de ce conseil municipal pour des raisons professionnelles. En effet, j'ai postulé et été retenu pour un poste de chef de service à Rennes Métropole. Et en vertu des articles L231 et 236 du Code électoral, cet emploi est incompatible avec un mandat d'élu dans une commune membre de Rennes Métropole, donc Saint-Jacques-de-la-Lande en l'occurrence. C'est bien évidemment en connaissance de cause que j'ai fait ce choix qui constitue pour moi une opportunité de carrière. Mais choisir, c'est renoncer, et c'est donc après près de 10 ans de mandat, et non sans un pincement au cœur et une certaine émotion, que je m'apprête à tourner la page de l'engagement municipal. D'abord conseiller municipal dans l'équipe d'Emmanuel Couette de 2014 à 2020, mandat dans lequel j'ai pu découvrir de l'intérieur le fonctionnement de l'administration communale. Je me suis investi en 2020 en tant qu'adjoint auprès de Marie Ducamin. C'est avec passion que je me suis impliqué dans les enjeux de la transition énergétique et écologique, enjeux colossaux auxquels j'ai tenté d'apporter ma modeste contribution. Je me suis épanoui dans ce rôle à la fois riche et exigeant, qui nécessite une vision politique, un travail technique des dossiers et requiert bienveillance et disponibilité auprès de nos concitoyens. Je remercie l'ensemble des services municipaux pour leur professionnalisme. J'ai eu l'occasion de travailler avec nombre d'entre eux dans une ambiance cordiale et j'ai pu mesurer leur implication et leur sens du service public. Je remercie bien sûr toute l'équipe municipale, chers collègues du précédent mandat et du mandat actuel, du mandat actuel. Que de réunions et d'heures passées ensemble à discuter des grandes lignes et des détails de notre politique municipale, avec toujours le souci de l'intérêt général et de faire progresser notre ville de Saint-Jacques-de-la-Lande. Merci enfin à Madame la maire, chère Marie, pour la confiance accordée au travers de ces délégations qui me sont chères. Je garde mon soutien plein et entier à l'équipe pour mener à bien les projets engagés à venir jusqu'au terme du mandat. Ma prise de poste professionnelle sera effective au 1er janvier prochain. Il convient donc d'acter ma démission au cours du prochain conseil municipal du 11 décembre, pour respecter ce calendrier. C'était donc ce soir mon dernier conseil municipal. Je vous remercie. Et merci à toi, Philippe. Merci pour ces mots. Ouais, moi, je ne sais pas si on peut applaudir. Donc, merci pour ces mots. Merci surtout pour ton implication durant toutes ces années et particulièrement depuis le début de ce mandat. Ta présence engagée, ta vision politique, ta rigueur, ta disponibilité, ta gentillesse, tout cela va nous manquer. Tu as su impulser les transformations importantes en t'appuyant sur l'expertise et la volonté des services. Je ne doute pas que tous ces projets vont se poursuivre malgré ton départ et nous y serons évidemment attentifs au sein de l'équipe. Donc ta démission, comme tu l'as dit, interviendra début décembre et c'est donc bien au prochain conseil que nous accueillerons un nouvel adjoint pour te remplacer dans tes fonctions. Et donc c'est vrai que c'est vraiment assez émouvant ce dernier conseil avec toi. Mais bon, c'est la vie, effectivement, et les choix, et le code électoral aussi, qui est un peu raide.